Les débatteurs aujourd'hui dans Smart Tech s'appellent Alain Staron, disrupteur opérationnel, président fondateur de la start-up Artifil, qui est spécialisé dans le secteur de la sécurité, des objets connectés et des objets intelligents, évidemment, puisqu'il y a de l'IA dedans. Avec vous aujourd'hui, Jafar Alalami, ingénieur IT, vous êtes data scientist et vous dirigez l'entreprise Saiki, qui est un spécialiste de l'analyse des données de mobilité. On ne connaît pas forcément ce secteur, c'est-à-dire que vous êtes capable d'analyser nos trajets. C'est absolument ça. En fait, on est capable de comprendre où circulent les populations, à quel moment et pour quel objectif, de manière à pouvoir faire de la mesure d'audience, par exemple, sur des véhicules pubés, par exemple, de pouvoir comprendre aussi, finalement, la dynamique demain de la ville, une smart city en 2026, par exemple, de pouvoir faire des projections sur les déplacements et de pouvoir prendre un certain nombre de décisions d'urbanisation, par exemple, d'une zone rurale ou autre. Très bien. Et on est avec Jérôme Bouteiller qui est connecté à distance avec nous, notre chroniqueur mobile business, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Alors on commence donc avec cette Google I.O. très riche en annonces hier soir. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pratiquement 2 heures. 2 heures. Hein, on est d'accord. Beaucoup de démonstrations, mais enfin s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il y avait de l'IA générative partout, tout le temps, et j'ai surtout eu le sentiment, moi, que Google avait besoin de redire, préciser qu'il était quand même là depuis des années sur ce sujet-là, qu'il s'était retenu pour des questions de responsabilité. Aujourd'hui, toutes les technologies sont prêtes pour faire quelque chose de vraiment audacieux dans tous les produits, mais toujours très responsable. Est-ce que ChatGPT n'a qu'à bien se tenir, selon vous ? C'est super intéressant, mais effectivement, Google ont avancé substantiellement depuis plusieurs années sur les différentes problématiques IA. Et je pense effectivement que la problématique était surtout sur le primo-entrant, quelque part, sur le marché, le premier qui allait faire le pas. Mais effectivement, la conférence d'hier, justement, a montré les avancées absolument substantielles en matière d'IA, en matière de generative image, en matière de génération de manière générale, effectivement, de texte, par exemple, ou autre, et la réutilisation, finalement, des technologies d'IA dans les outils Google au sens large, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'espace personnel. Là, on a vu Google réaffirme sa légitimité, et en même temps, on sent qu'ils ont dû mettre un sacré coup d'accélérateur avec l'arrivée de ChatGPT pour dire ah, ça y est, maintenant là on est vraiment prêt, hein, on va en mettre partout. Il y a un vrai sujet autour de est-ce que l'IA générative est compatible avec le business de Google. Je mets exprès les pieds dans le plat. Il parle d'un Search Generative Engine. Hein. Oui. On ne voit pas trop ce que ça va être. Et surtout, ça va être très compliqué de placer la publicité comme ils la placent dans les moteurs de recherche habituels. Donc ils ont un vrai sujet de que devient leur business model avec cette nouvelle technologie. C'est une technologie de rupture. On passe du search au prompt, et ça change tout. On parlera peut-être tout à l'heure du fait que les résultats de Google, pour la première fois, ont été en baisse l'année dernière, et au contraire de ceux de Microsoft. Donc, voilà. Après... Alors sur la question, parce qu'on va quand même revenir quand même plus précisément sur les annonces qui ont été faites. Donc, si on commence par le search, justement, dans le moteur de recherche, on a vu des démonstrations sur la manière dont on allait pouvoir s'emparer de cette IA générative, donc de Bard. Hein. C'est le nom de l'IA générative de Google qu'on va tous expérimenter dans le moteur de recherche. On va pouvoir donc poser des questions en langage naturel, et la réponse sera aussi présentée sous forme de langage naturel. Elle combinera un ensemble de problématiques pour nous apporter une réponse plus complexe finalement qu'une liste de réponses. Et il y aura, au niveau de la publicité, la possibilité de dire, pour Bard, de présenter des produits qui correspondent à notre requête. Vous avez été convaincu parce que c'est effectivement... Ça bouleverse quand même pas mal la donne. Vous avez été convaincu par la démonstration jusqu'à été faite pendant la keynote ? Alors moi, pour le coup, je pense que c'est super intéressant parce qu'effectivement, on va repenser la manière avec laquelle on va chercher de l'information. Donc effectivement, on va rentrer un certain nombre d'éléments sur la barre de recherche. On va basculer sur un mode conversationnel. Et ce mode conversationnel, en réalité, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir intégrer des éléments de contexte qui vont pouvoir nous aiguiller et aller retrouver l'information d'une manière différente, mais de manière potentiellement pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas être dans un ranking comme on l'a aujourd'hui avec des liens, par exemple, qui vont rediriger vers des sites. Alors, on peut retomber sur ce mode historique. Pour autant, on aura un certain nombre d'informations. Et au-delà de ça, au niveau du fact-checking, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'au niveau des images, on va pouvoir également avoir un peu plus d'informations sur la source de l'image, de pouvoir retomber finalement dans une logique d'éthique, de comprendre concrètement
est-ce que les photos étaient libres de Donc droit? ils annoncent du watermarking sur les images, mais aussi des métadonnées qui permettront de connaître l'origine de l'image. Moi, la petite chose sur laquelle j'étais pas très convaincue quand même sur la partie moteur de recherche, c'est justement toutes ces annonces publicitaires, la manière dont ça va être généré. Il nous dit, Bard va vous présenter en plus les prix les plus à jour à chaque fois. Quand on fait du search, ce qui arrive en haut, c'est marqué sponsorisé. Et à la limite, c'est une loi en France. Hein. On dit on fait un public reportage, on fait de la publicité ou c'est du contenu rédactionnel. Et il ne faut surtout pas mélanger les choses. Si je commençais à parler de ma boîte maintenant, Delphine, me sortiriez par la fenêtre. Absolument. Bon. Donc, quand vous avez un texte qui vous raconte une histoire, où est-ce que vous allez faire apparaître le fait que, là, pardon, c'est pas la vraie histoire, c'est parce que j'ai été financé. Il y a un vrai sujet, il n'y a pas de réponse. Ils vont sûrement trouver une réponse, mais c'est pas sain. C'est pas sain et c'est pas simple. Alors, il va proposer aussi tout un système, ça c'est intéressant pour le shopping, de critères de choix. Peut-être que vous auriez, si je ne sais plus l'exemple, c'était le vélo, je crois. Oui. Peut-être que vous auriez envie de choisir un produit selon tel et tel critère. Donc, il nous pousse quand même à affiner notre recherche, c'est la recherche avancée, hein, mais version langage naturel. Mais toutes les IA font ça maintenant. Enfin, sortant de la conf, je regardais un peu les résultats, je suis allé sur ChatGPT, j'ai fait la même chose avec le même résultat. Ah oui, mais donc tout le monde fait la même chose. Oui, d'accord. Bah alors, le taux d'utilisation de Google Search est un petit peu plus élevé que celui de ChatGPT quand même. À voir ce que devient Bing. Enfin, voilà. Ouais. Moi, je suis surpris de voir les adoptions des applis qui utilisent ChatGPT. Moi, j'en ai chargé une et elle est juste fabuleuse. On va demander à Jérôme Bouteiller ce qu'il a pensé de cette partie IA générative autour du search. Oui, enfin, je voulais juste faire remarquer que ChatGPT avait ruiné le 25e anniversaire de Google, qui arrive en septembre, et on allait fêter les 25 ans d'un moteur de recherche, et Google est obligé, sous la pression, de se réinventer et de devenir ce qu'on pourrait appeler un moteur de réponse. Alors effectivement, il va renvoyer sans doute beaucoup moins de trafic vers des sites tiers, des sites qu'il agrège, qu'il indexe, et il va devenir une interface de consultation. Et ça va complètement transformer l'écosystème du web. Ça va également... elle a raison de transformer son modèle économique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils avaient retardé cette mutation sur laquelle ils travaillent depuis déjà très longtemps. Mais voilà, ça fait partie de l'évolution naturelle du digital et on vit une vraie transformation profonde du secteur. Aussi, ce qui va changer, c'est toute la partie collaboration avec les IA. Donc là, on a des annonces du côté de Google Workspace pour les pros, avec des outils qui vont nous permettre d'automatiser des tâches un peu rébarbatives. On va pouvoir demander dans Workspace à l'IA de créer des tableaux pour nous, de digérer des documents. Enfin, en fait, tout ce qu'on a déjà vu avec ChatGPT. C'est ce que vous allez me dire, Alain. Sur Office ? Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le gros du sujet chez Google, c'est Gmail. Et grâce à l'IA générative, on va pouvoir générer automatiquement des mails. Alors, ça s'appelle effectivement Help Me Write. C'est ça. Et ça, c'est super. C'est-à-dire que c'est vrai que Google là aussi a rappelé son antériorité quand même sur ce sujet en disant on vous proposait des réponses, on peut vous proposer la suite de votre mail. Là, ça va plus loin. On lui dit est-ce que tu peux répondre pour faire ceci, cela pour moi? Et l'IA s'occupe de générer complètement le mail et on peut même l'affiner. Ouais. Alors, c'est là qu'on devient tous perplexes, moi en particulier. Toute petite anecdote, j'ai un stagiaire dans l'équipe et on se posait une question de vitesse de chute d'un corps. Oui. On peut très bien P égale mg, faire le calcul. Non, il a pris ChatGPT, il dit combien de temps met un objet de 300 grammes pour tomber d'un mètre. Oui. Et ChatGPT lui a fait toute la démonstration. Et il dit, à cette vitesse-là, pas besoin de prendre en compte la résistance de l'air. Je suis scotché. Et donc le stagiaire, il n'apprend plus. Oui. Rien à voir avec le fait de demander à Gmail d'écrire un mail pour nous. Hein. Là, on change de sujet. Non, c'est le même sujet qui est j'arrête d'agir, je fais faire dans des tâches qui étaient réputées humaines. L'écriture, c'était quand même humain. Enfin, je sais écrire un texte ou je sais pas écrire un texte, j'ai plus besoin de ça. Non, mais écrire une réclamation, un site de e-commerce, c'est toutes ces tâches qu'on appelle rébarbatives là qui vont quand même être simplifiées. Il va falloir apprivoiser en revanche l'outil pour bien l'utiliser. Non, moi je vois ça comme un vecteur clairement d'accélération de la productivité concrètement. Donc effectivement ils ont parlé assez longtemps de Help Me Write où effectivement on va donner un élément de contexte ou même finalement une suite de mails où on va essayer de comprendre le contexte pour aider justement la rédaction d'un certain nombre de choses qui in fine on aurait pu reprendre des éléments finalement du contexte passé et écrire nous-mêmes finalement ce mail-là, mais avoir déjà un premier travail à 80%, le réorganiser et finalement mettre de l'intelligence humaine sur justement les petites modifications plutôt que sur du chronophage et du répétitif, c'est là où l'intérêt existe à mon avis. Alors, Pardon, c'est juste qu'on démarre par une solution à un problème de productivité basique
qui sait ce que l'humain va en faire? Mais probablement beaucoup plus que ce qu'on pense. Certainement. Je pense qu'on va plus jamais écrire de mail, on va plus jamais écrire de SMS. Je pose ça sur la table, hein. J'ai pas d'avis, je ne juge rien, mais je dis juste que ça me rend perplexe. Alors, il y avait aussi un truc que j'ai trouvé très bluffant, c'était dans Maps. Puisqu'on a le Street View immersif qui était déjà présent. Et là, on va pouvoir carrément, ça s'appelle Immersive for Routes, on va pouvoir suivre son trajet à l'avance, voir par où on va passer grâce à des vues immersives en 3D. Là, effectivement, Alors ça, c'est vraiment bluffant. Alors, il n'y aura que quelques villes pour le lancement. Il y a une quinzaine de villes. Je pense qu'il n'y a aucune ville française aujourd'hui. Donc, globalement, en fait, c'est des champs de radiance neuronaux en matière d'IA. Et c'est hyper intéressant parce qu'on réinvente complètement en fait, la manière avec laquelle Parce que là, Jafar, on est dans votre sujet quand même. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, ça? Moi, honnêtement, je pense que c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans quelque part comme si on se téléportait dans un monde virtuel en 3D de manière à observer. Concrètement, je veux me rendre par exemple à Wall Street si je suis à New York. Et effectivement, je vais pouvoir observer non seulement les rues en quasi-temps réel, de pouvoir avoir une simulation des trajets des véhicules, des personnes, d'avoir aussi une représentation de la température et de la météo qui va s'adapter avec des capteurs justement. La qualité de l'air aussi, on pourra finalement voir le tout directement sur notre smartphone en voulant aller... C'est-à-dire qu'on peut simuler le trafic au moment où j'y serai, à l'heure où je passerai. C'est exactement ça. On peut simuler la météo, voir la pluie tomber éventuellement. Exactement, avec en plus une vue où on va apprécier la texture justement en 3D, on va voir les arbres, on va les voir en mouvement, on va voir des oiseaux passer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, finalement, je me téléporte sur place, je vais voir comment je vais retrouver cet environnement-là. Alors avec un certain nombre de projections évidemment, mais pour le coup ça change complètement l'expérience. C'est-à-dire que hier on avait effectivement en 2D un certain nombre de choses avec le Google Maps. Aujourd'hui, on est en pure 3D, on est dans la représentation et on arrive à se projeter sur place. Et Alain, vous allez me dire, du coup, on ne va plus voyager puisqu'on aura déjà fait le trajet en vision immersive. Non, mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le mapping, utiliser une carte, ça demande une intelligence spatiale, qui est une intelligence particulière, qui n'est pas forcément très répandue, alors que pouvoir se référer à des vraies images, le vrai immeuble, c'est beaucoup plus intuitif. Donc ça, effectivement, ça va dans un sens de progrès, d'usage. Après, on parlera du co-développement. Alors, on va passer très vite, parce que le temps passe vite. Passer très vite sur les photos aussi, comment les IA vont nous aider à retoucher nos photos. Bon, on a vu déjà plein d'exploits, donc ça continue avec le Magic Editor. Tout ça repose quand même sur un nouveau réseau de neurones, un nouveau modèle de langage qui s'appelle Palm 2. Et puis, il y a eu des annonces aussi matérielles. Alors, Jérôme Bouteiller, vous avez suivi ces annonces matérielles comme nous. Il y a surtout, je dirais, la grande surprise et la grande... oui, enfin, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, c'était le beau spectacle d'un smartphone pliable qui arrive dans la gamme Pixel. Oui, très rapidement, il y a eu le Pixel 7a, qui est un smartphone d'entrée de gamme à 500 €, qui fait d'excellentes photos avec justement toutes les fonctionnalités que vous évoquiez pour améliorer les images. Et l'autre annonce, elle était assez ancienne, ça fait pratiquement 1 an qu'il l'avait annoncé. C'est le fameux Pixel Fold, donc qui est le premier smartphone à écran pliable de la marque Google. Google qui arrive 3 ou 4 ans après Samsung ou Huawei sur ce segment. Alors j'ai regardé hier soir, on est à peu près à 1% du marché mondial des smartphones qui concernent désormais des smartphones à écran pliable. C'est à peu près une quinzaine de millions, 14 millions sur un marché mondial de 1500 milliards. Donc voilà, c'est encore modeste, mais le produit de Google est assez sympathique. Il est quand même très cher, 1799 $. Il n'est pas prévu qu'il soit commercialisé en France. Ça va s'adresser peut-être aux fans de selfie qui pourront utiliser la caméra du dos, qui est la meilleure des caméras, 48 mégapixels je crois, pour se prendre en photo directement sur l'écran, comme on voit sur les visuels. Donc on peut le séparer en 2 écrans ou alors l'utiliser comme une tablette, parce que ça fait quand même un écran assez large et confortable. J'ai l'impression que le système aussi d'ouverture-fermeture a bien été travaillé. Maintenant restera... On a parlé d'1 an son lancement d'ailleurs, je pense qu'ils ont eu des difficultés techniques au lancement. Ouais. Reste plus qu'à le tester, Jérôme, il faut qu'on s'occupe de ça. Ont été annoncés également... la Pixel Tablette également. La Pixel Tablette, tout à fait. Et alors je crois que si on a un abonnement en plus premium chez YouTube, on peut recevoir une montre Pixel avec son smartphone pliable, le Pixel Fold. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Jérôme, que vous vouliez signaler sur cette conf avant que je passe à la partie cloud aussi ?
Oui, très rapidement, les 800 millions d'utilisateurs pour le RCS, vous savez, c'est le format de messagerie que Google pousse sur ses smartphones Android. C'était à 500 millions l'année dernière, donc ça fait une croissance annuelle de près de 60%. Le cap du milliard devrait être franchi cette année. Et puis quand on sait qu'il y a 3 milliards de smartphones Android sur le marché, on imagine que Google, avec sa messagerie, pourra rapidement rivaliser avec WhatsApp, leader du secteur, avec 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le seul caillou dans la chaussure de Google, c'est évidemment le fait qu'Apple ne soutienne pas le protocole RCS sur les iPhones. Et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué de les tacler une fois de plus pendant la conférence, ce qui a bien fait rire la selle apparemment. Sur la partie cloud, typiquement là on a vu Google répondre à Microsoft sur l'offre d'IA générative. Donc leur service s'appelle Vertex AI, qui va permettre donc aux entreprises d'utiliser les modèles proposés par Google. Il y en a 4. Modèles que les entreprises pourront personnaliser, donc construire leur propre modèle d'IA générative. Il y a aussi la possibilité de chercher dans ses propres données de son entreprise, donc une entreprise search. Et puis cette insistance de Google pour la confidentialité. Ça, c'était un point vraiment martelé à chaque fois. Responsabilité, sécurité, confidentialité des données. Your data is your data, quoi. Là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'in fine, c'est un peu le contexte de ce que Alvin Toffler dirait du choc du futur, parce qu'on change complètement les usages dans l'entreprise. Là, pour le coup, on est dans la capitalisation des connaissances la plus absolue. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, en réalité, dans le cloud, au niveau de l'IA, finalement, ce qui va se passer, c'est que les entreprises pourront générer leur propre modèle à partir de modèles préconçus. Donc, que ce soit au niveau de la reconnaissance, effectivement, de voix, au niveau de la génération d'images, ou au niveau un peu comme, on l'a vu avec ChatGPT, génération de la texte conversation. directement. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de lever un frein qui existait dans les entreprises depuis plusieurs années, qui est celui de la capitalisation des connaissances, du knowledge management au sens large, qui va faire face par exemple déjà au turnover, parce qu'aujourd'hui on a des sachants qui sont dans une entreprise et qui vont quitter cette entreprise-là aujourd'hui avec des connaissances explicites. On va pouvoir sortir des connaissances tacites qui sont finalement dans la tête des utilisateurs, des collaborateurs de l'entreprise et qui vont pouvoir être capitalisés concrètement sur un système d'information qui va fonctionner comme une mémoire d'entreprise, ce qui va permettre de valoriser l'entreprise et de garder ce savoir-là. À mon sens, pour le coup, s'il y a une vraie révolution, un vrai choc du futur, il se situe là parce que les entreprises vont changer drastiquement leur manière de fonctionner, gagner en productivité et finalement c'est ça le virage concurrentiel quelque part qu'il faudra prendre le plus rapidement possible et absorber toute cette connaissance et que les entreprises fonctionnent de cette manière-là pour être compétitives et rester dans les prochaines années. On court après le temps, c'est l'enfer. Donc, moi, je voulais quand même préciser sur la partie responsabilité de l'IA. Il y a eu un exemple qui a été donné, par exemple, justement sur la traduction automatique, où il nous montre les capacités de l'IA de Google à utiliser, à partir d'une vidéo et d'une voix, un outil de traduction qui reprend les mouvements des lèvres et tout ça. Et ils nous disent, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec ça, mais aussi c'est très dangereux pour les deepfakes. Et donc, on ne donnera pas accès à tout le monde à cette technologie. Là, c'est l'inverse justement de ce que vous disiez. Là, ils nous disent, non, on va restreindre uniquement à des partenaires autorisé. Voilà pour la conf de Google. Merci beaucoup Jérôme. Je voulais quand même qu'on garde un petit peu de temps pour parler du projet de loi français pour sécuriser et réguler Internet. 12 mesures annoncées par Jean-Noël Barrot hier en Conseil des ministres avec l'arrivée du filtre anti-arnaque et puis tout un tas de dispositions qui vont permettre en fait d'adapter le droit français aux directives européennes, Digital Services Act et Digital Market Act. Quelle est votre réaction sur ces annonces gouvernementales? C'est juste top. Enfin, le filtre anti-arnaque. Vous trouvez ça super? Le filtre anti-arnaque, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monstrueux. Ça concerne un Français sur deux, et je ne sais plus quel pourcentage s'est fait posséder, c'est-à-dire qu'il a dépossédé, pardon, plutôt, qu'il a dépensé de l'argent alors qu'il n'aurait pas dû. Donc ça, c'est vraiment le mal du moment, quoi. Et donc, être capable d'aller... Alors après, comment faire pour y arriver? Exactement, c'est le problème de la mise en pratique. Ouais. De pousser l'alerte à tout le monde, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un suivi constant de toutes les adresses d'où peuvent partir ces choses-là, et on sait combien c'est difficile. Enfin bon, il faut y aller.
Complètement. Pas que sur le filtre anti-arnaque, globalement, sur Oui. ces 12 mesures. De manière générale, moi, ce que j'ai compris des 12 mesures, effectivement, c'est qu'elles ont 4 vocations. La première, c'est effectivement de protéger nos concitoyens, donc par rapport au filtre anti-arnaque, etc. De protéger nos enfants, donc par rapport au contenu pornographique, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux justement pour la protection des enfants. Protéger les entreprises au sens large, donc on a parlé du cloud notamment et des différentes restrictions qu'il y aura sur, par exemple, les crédits cloud. Donc aujourd'hui, on va chez Azure ou chez GCP, typiquement au niveau de Google, on aura des crédits gratuits qui vont nous inciter à aller utiliser ces clouds-là. Idem, si jamais on veut passer sur un cloud français, eh bien, il faudra payer des transferts concrètement extrêmement chers pour pouvoir passer. Donc c'est plusieurs mesures qui sont tout à fait dissuasives aujourd'hui et qui vont faire qu'une entreprise qu'il faudra, non, il faut aujourd'hui, mais là, demain, l'objectif, on va davantage réguler ces mesures économiques autour du cloud et donc imposer une portabilité. C'est tout à fait ça. Dans ce domaine. On termine avec Mistral AI, donc je l'ai titré Fol espoir français autour de l'IA générative. C'est une start-up qui n'est pas encore née, mais alors déjà on nous dit que ça va être extraordinaire, avec une levée de fonds qui se prépare de 100 millions d'euros. On parle dans les investisseurs de Xavier Niel, mais surtout des fondateurs qui sont des anciens de chez Google et Meta. Et Meta, pas n'importe quel Meta, le laboratoire de recherche FAIR, donc en intelligence artificielle, auquel appartient d'ailleurs Yann Lequin. Même Yann Lequin mettra également un billet dans cette aventure. Est-ce qu'on a une chance encore avec 100 millions, ça ne va pas non plus rivaliser avec les 100 milliards que se prépare à lever OpenAI. Mais est-ce qu'on a encore une chance en France là, sur ce sujet, selon vous, Alain ? C'est un début, donc c'est très bien. Il y a des talents et de l'argent, c'est parfait pour commencer. Après, les jeux ne sont pas faits. Le sujet, c'est quand même quelques gens qui ont pris un peu d'avance. Donc, à voir si... Enfin, je dirais que c'est encore possible. Maintenant, il ne faut pas chômer. Eh ben, on ne chômera pas. J'ai pas eu le temps de vous faire réagir, j'en suis désolée, sur ces sujets du débrief. Il n'y a pas eu d'annonce d'ailleurs dans la santé au moment de la conférence de Google I.O. hier. Non. Alors qu'on aurait pu attendre certaines choses du côté des montres connectées, de Android et... Non, on n'a silence pas radio sur ce tant mieux point. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour Antoine Joussin de Withings. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifil, Jérôme Bouteiller qui était avec nous par Skype d'écranmobile.fr et Jafar Alalami de Saiki. Juste après la pause, on va s'intéresser à une grande conférence aujourd'hui à Paris autour de l'accessibilité numérique.